Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui Oui. arrive au corps quand on manque d'oxygène? Est-ce qu'on le sent tout de suite? Évidemment, on respire pour prendre de l'air, mais on respire non seulement pour prendre de l'oxygène, mais l'oxygène, on ne veut pas juste que ça s'arrête au poumon. Idéalement, on voudrait que ça aille un petit peu plus loin, que ça rende aux cellules. Donc, c'est pas juste de voir le camion passer, mais on veut que le camion se rende à destination et livre la marchandise. Donc, quand on n'en a plus d'oxygène, qu'est-ce qui se passe, Alain, dans notre corps et aux différents endroits du corps? J'imagine qu'on va parler du transport de l'oxygène, non seulement par camion, c'est peut-être pas ça l'objectif, mais dans notre corps à nous. Écoute, moi je suis fasciné par cette question-là, puis en l'étudiant de façon approfondie. Il faut comprendre que la vie, ça existe depuis longtemps, là, à peu près 4 milliards d'années. Puis pendant un bon bout de temps, là, il n'y en avait pas d'oxygène, hein. C'était d'autres mécanismes. Mais il y a 2,4 milliards d'années, l'oxygène a commencé à augmenter. On appelle ça la grande oxygénation. Et là, c'était une catastrophe parce que l'oxygène est un peu toxique. Sauf qu'il y a si on veut, des formes de vie qui ont trouvé que c'était un excellent moyen de survivre parce que l'oxygène permet de produire 15 fois plus d'énergie que des Hmm. mécanismes, si on veut, qu'il y avait avant. Autrement dit, toutes les, en fait, toutes les espèces, puis honnêtement, c'est toute la vie essentiellement, en fait, une très grande partie de la vie qui utilise l'oxygène a un avantage incroyable parce que ça produit beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais l'inverse de ça, c'est qu'on est complètement dépendant de l'oxygène. C'est Hmm. l'élément le plus important. Et le rôle des poumons, bien, on le voit bien ici, c'est évidemment d'amener l'oxygène jusqu'aux alvéoles. Mais ça, honnêtement, c'est juste le début. Si on fait juste Hmm. ça, on ne vivra pas plus que 3 minutes. Il faut qu'à partir des poumons, l'oxygène soit transporté jusqu'au tissu, et ça se passe évidemment par le sang, par les globules rouges, jusqu'aux cellules, et dans les cellules, jusqu'à nos usines d'énergie qui sont les mitochondries. Et toute défaillance de ce transport-là, puis là, je veux dire, il y a probablement 500 problèmes de santé qui peuvent mener à ça. Là. D'un bout à l'autre de la chaîne, s'il y a quelque chose qui casse, on est en danger immédiatement. On ne peut pas survivre sans oxygène. On a des mécanismes d'adaptation qui peuvent nous permettre d'acheter un peu de temps, 10 minutes, on Hmm. va dire, mais c'est tout. Sans oxygène. Donc, l'oxygène, c'est la vie. Je veux dire, le rôle fondamental, je dirais, d'un médecin d'urgence, c'est de s'assurer que l'oxygène se rend jusqu'aux cellules. Et il y a des fois plein de barrières qui peuvent empêcher ça, que ça Et part des c'est poumons jusqu'aux cellules. Et il y a un mot qu'on entend souvent et c'est Oui, intéressant non seulement intéressant, mais fascinant d'avoir le privilège de pouvoir te parler, un urgentologue, pour nous parler d'hémoglobine et oui. de nous l'expliquer sous l'angle du transport de l'oxygène, parce que ça a quand même un petit peu rapport, l'hémoglobine, avec le transport d'oxygène. Donc, je vais grossir l'illustration, tu vas pouvoir peut-être nous la commenter. Ce qui se passe avec cet oxygène qui entre dans les poumons, c'est la première illustration. Je te laisse continuer cette explication-là. Ben, tu sais, il faut que l'oxygène traverse dans le sang, première condition, donc dans les capillaires pulmonaires. Mais le problème, c'est que l'oxygène n'est pas si soluble que ça dans le sang. Hmm. S'il y avait juste du sang, mettons un liquide qui se promenait, qui amenait l'oxygène, il y en aurait vraiment, vraiment pas assez pour assurer la vie. Fait que là, l'évolution a inventé quelque chose d'absolument fabuleux, qui est l'hémoglobine, et qui est dans les globules rouges, en fait. Et ça, ben, c'est une molécule qui est capable, avec un petit atome de fer, d'aller capter de l'oxygène avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Et donc, ça augmente énormément la capacité du sang de le transporter. C'est pour ça qu'un des premiers symptômes de l'anémie, qui est un manque de globules Ben oui. rouges ou d'hémoglobine, c'est fréquent, l'anémie, c'est d'abord un essoufflement. Le premier symptôme de l'anémie, c'est l'essoufflement à l'effort. Pourquoi? Ben parce que la capacité
de transporter l'oxygène a diminué. Tu parles de ton père. Mon père, moi, à 83 ans, il a fait un cancer de l'intestin, du côlon. Et en fait, je le regardais depuis un bout de temps. On était au chalet, puis je trouvais qu'il était plus essoufflé que d'habitude en faisant ses tâches habituelles. Puis à un moment donné, j'ai dit, je peux-tu regarder un petit peu ta conjonctive, tu sais, parce que c'est là qu'elle est supposée être rose. Puis c'était plutôt pâle. Je dis, je pense qu'il y a de quoi qui se passe. Puis honnêtement, j'avais déjà une idée assez claire, mais il manquait son hémoglobine est à 75. La normale, c'est à peu près 150, donc la moitié. Et donc, il devait compenser en respirant plus vite, en étant essoufflé, son cœur allait plus vite, pour être capable de transporter l'oxygène. Fait que l'hémoglobine, c'est ce qui nous permet, sans hémoglobine, on ne vit pas. Là. Je veux dire, on n'a aucun mécanisme pour amener l'oxygène jusqu'aux cellules. C'est ça qui nous permet de vivre et il en faut assez pour être capable de faire la job. On parle de transport de l'oxygène. Tu as nommé un mot qui résonne sûrement beaucoup dans la tête de plusieurs personnes qui nous écoutent, c'est l'anémie. Si on regardait cette illustration-là ou cette animation-là, donc quand on fait de l'anémie, on voit l'hémoglobine en rouge. Les petites boules rouges, c'est de l'oxygène et les petites boules bleues, c'est du CO2. Donc quand on fait de l'anémie, on a moins d'hémoglobine, c'est ça? Oui, puis en fait, ce qu'on voit, les gros disques rouges, d'ailleurs, c'est fascinant parce que ça, on voit un capillaire pulmonaire qui est vraiment de très fine taille. Là. Le globule rouge, il est à peu près aussi gros que le capillaire. Il faut quasiment qu'il se comprime un petit peu pour passer dans les capillaires. C'est fascinant. Mais l'hémoglobine est concentrée dans les globules rouges. Donc, l'anémie, quand on fait des tests sanguins, mettons, on va trouver qu'il manque de globules rouges, on manque des globules rouges ou on manque d'hémoglobine, puis habituellement les deux. C'est ce qui fait que le transport de l'oxygène est compromis. Mais comme on est quand même assez bien fait, si ça se passe très graduellement, on peut tolérer des niveaux. Tu sais, mon père, il avait la moitié de son hémoglobine qui était là. On peut tolérer des niveaux assez bas. Tu sais, on a quand même une bonne marge de manœuvre. Mais quand ça arrive rapidement, là, il va y avoir plus de symptômes. Et ce qui va se passer, c'est que justement, le transport de l'oxygène va être beaucoup plus difficile. C'est surtout l'oxygène, parce que le CO2, lui, ça le dérange beaucoup moins. Il est très peu transporté par l'hémoglobine. C'est surtout, lui, il voyage très bien dans le sang. Fait que ce n'est pas un problème de CO2, c'est un problème d'oxygène. Et là, il y a un problème à l'autre bout du circuit, nos cellules, notre cerveau, notre cœur, tout ça, nos muscles, il manque d'oxygène. Et ça, il n'y a pas beaucoup de cellules qui peuvent tolérer ça longtemps, même s'il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Tu sais, le cerveau, là, au-delà de 10 minutes, là, c'est trop long. Bien. Un muscle, ça peut être plus long que ça. D'accord. C'est un peu comme les gens, je ne veux pas faire de raccourci, mais les gens qui ont un arrêt cardiaque, c'est quand même pratique qu'il y a de l'oxygène qui arrive à un moment donné, sinon on a un problème. Et on parle d'oxygène, on parle de transport de l'oxygène. Il y avait des questions qui nous ont été posées aussi en lien avec l'oxymètre ou le saturomètre, dépendamment du terme que vous utilisez. Donc, c'est un outil qui n'existait pas il y a 50 ans, cet outil-là, moi je me trompe. Et là, on l'utilise vraiment tout le temps. On peut en avoir un à la maison. Et donc, ça mesure quoi par rapport au transport de l'oxygène et la possibilité de rendre l'oxygène à destination dans les cellules? C'est un outil fascinant parce que maintenant, depuis au moins 20-30 ans, à l'urgence, quand tu arrives à l'urgence, non seulement ils vérifient la respiration, ils mettent une petite pince sur le doigt et ça indique, en fait, le mot le dit, le saturomètre, c'est le pourcentage d'hémoglobine, je viens d'en parler, qui contient de l'oxygène. Donc, la normale, mettons, c'est au-dessus de 93, 94. Donc, presque toute l'hémoglobine est saturée d'oxygène. Puis c'est l'état normal. Et quand ça descend en bas de 90, 89, là, ça commence à être, il commence à en manquer un petit peu. Donc, si vous arrivez à l'urgence, puis on met la petite pince, puis surtout si vous êtes un peu essoufflé, puis on voit 98 de saturation, bien, ça va bien. En tout cas, ce n'est pas un problème de saturation. Mais si jamais vous êtes essoufflé, puis on vous met la petite pince, puis c'est 86, là, c'est probablement un grave problème lié au transport de l'oxygène. Donc, très, très rapidement, en fait, littéralement en 3 secondes, on voit ça. Puis ce que tu montres ici, donc ces lèvres bleutées là, c'est un signal que l'hémoglobine, qui change de couleur, en fait, quand il y a de l'oxygène, elle devient plus rouge, elle devient plus, disons, rouge foncé ou bleutée quand il en manque. Bien, à droite, clairement, il y a beaucoup d'hémoglobine qui ne transporte pas d'oxygène. Donc, il y a de la cyanose. Évidemment, ça, on peut voir ça, par exemple, chez un adulte, mais aussi chez un bébé. Si le bébé commence à avoir les lèvres un peu bleutées, c'est vraiment le temps de consulter, là, si moindrement il tousse, tout ça. Puis les doigts, c'est la même chose, l'extrémité des doigts. Donc, tout ce qui est loin, 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 ça va d'abord se manifester là, et on peut le voir donc sur les mains, cette coloration-là. Donc, typiquement, cette coloration-là, c'est vraiment une couleur qu'on n'aime pas. La cyanose, c'est un des signes, tu sais, où n'importe quel médecin, toi, un physio, n'importe qui, une infirmière va dire
oh my God! Il y a des gens qui Oui. vivent avec de la cyanose pour quelques problèmes de santé, mais en général, quand c'est nouveau, il y a probablement quelque chose de très grave qui se passe. Et en général, il y a d'autres symptômes aussi. C'est rare que ça arrive tout Bien seul sûr. comme ça. Et pour revenir à la question de l'internaute, on voit à combien de temps on peut vivre, ou est-ce que c'est dangereux, ou qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'oxygène. Comme tu le dis, c'est ultra rapide. Et quand on est Ouais. avec un proche ou avec un patient, et on voit que pendant un exercice de physio qui devrait être assez simple, il y a du changement de coloration quand même ultra rapidement. Ça nous montre aussi que notre stockage d'oxygène, on peut pas Ouais. vraiment l'étirer trop Non. longtemps. Dans ton livre, tu parles aussi de ces mécanismes-là. Et tu parles d'ATP, hein, tu parles de ce qu'on a Ouais. besoin finalement d'oxygène, mais si on rentre un peu plus dans le détail, on a besoin de tout ça pour produire de l'énergie. Donc malheureusement, mais là-dessus, c'est comme un peu mal fait dans un sens. Ça aurait été bien d'avoir une petite réserve d'oxygène, mais ça ne dure pas très longtemps. Non, ça dure quelques minutes. Et le problème, c'est la sensibilité des cellules. La réserve d'oxygène des poumons, c'est peut-être 2-3 minutes là, avant que ça commence à vraiment en manquer. Mais le problème, c'est les cellules là, à l'autre bout. L'ATP, quand même, c'est une des choses les plus magnifiques. C'est le carburant Mhm. universel de la vie. Toutes les formes de vie qu'on connaît, ou en fait essentiellement toutes les formes, leur but dans la vie, c'est de produire de l'ATP. Habituellement, ben, souvent avec l'oxygène, mais des fois avec d'autres voies, c'est comme le gaz universel de la vie. Si on manque d'ATP, nos cellules arrêtent de fonctionner. Et une des conditions, c'est pas la seule, c'est que ça prend suffisamment d'oxygène pour produire de l'ATP. Si on manque d'oxygène, on n'a plus de carburant, la cellule s'arrête, elle tombe en grève et elle va mourir. Et un conseil qu'on peut te donner aussi, parce que là, on dit depuis tout à l'heure qu'on n'a pas de réserve d'oxygène, on n'a pas de réserve d'oxygène. Ouais. Par contre, l'adaptabilité du système cardio-respiratoire ou cardiovasculaire, elle est en général immense pour la plupart des gens. Ouais. Fait que si vous nous écoutez et vous pratiquez un sport, une activité physique, ou si vous avez une condition de santé fragile, peu importe, il y a vraiment beaucoup de leviers pour améliorer le rapport qu'on a à nos réserves et à notre accès à l'oxygène. On avait vu 3 étapes dans le transport: quand l'air entre, quand l'air est transféré, quand l'oxygène est transféré dans la circulation sanguine pour faire court et se rend jusqu'aux cellules. Il y a vraiment plusieurs éléments. On pourrait parler de mitochondries aussi, qui sont vos petites centrales énergétiques. Vos mitochondries, lorsque vous faites de l'activité physique régulièrement, lorsque vous vous entraînez, ben, vos mitochondries deviennent meilleures, plus performantes. Ouais. L'énergie, on parlait d'ATP, l'énergie qui est produite, ben, il va en avoir plus. Là aussi, je fais court un peu, mais en fait, c'est la bonne nouvelle. Donc, si on n'a pas une grosse réserve d'oxygène, on sait que les mécanismes d'adaptation du système cardio-respiratoire, ils sont immenses. Que vous ayez 18 ans, que vous ayez 90 ans, il y a vraiment plusieurs leviers qu'on peut prendre. Donc, parlez-en aux professionnels de santé, mais aussi aux professionnels de l'activité physique qui vont pouvoir vous aider. Est-ce que tu as autre chose à rajouter par rapport à ça, Alain? Ben, c'est qu'à moins d'une catastrophe comme un arrêt cardiaque, on va survivre à la plupart des insultes où il y a une baisse de l'oxygène. Une pneumonie, bref, c'est un Mm, bon exemple. L'oxygène peut être très basse, mais si la respiration devient beaucoup plus rapide, si le cœur accélère, mm, il va compenser. C'est par contre le temps de consulter à ce moment-là. Mais oui. effectivement, on a des mécanismes très puissants pour résister à l'hypoxie. Si on ne les avait pas, on ne serait pas là pour en parler. Ces mécanismes-là nous gardent en vie, mais c'est le temps de consulter. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse, et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.